Comment récupère-t-on après une chirurgie de l'obésité? Comment s'alimenter après une chirurgie de l'obésité et est-ce facile? Comment se fait la perte de poids? Comment vivre dans un nouveau corps et quel est l'impact sur notre santé physique, mentale et émotionnelle? C'est à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous! Comme d'habitude, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est la suite directe du dernier épisode où je vous ai parlé de ma chirurgie de l'obésité. Si vous découvrez Désaligné aujourd'hui, je vous recommande d'ailleurs d'écouter le podcast depuis le début car l'histoire que je vous raconte s'écoute ou se regarde comme une série Netflix. Avant de démarrer l'histoire du jour, je tenais, comme à chaque fois, à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Je suis en joie d'avoir aussi vos témoignages sur le podcast et je suis tellement contente qu'il vous parle. Certaines d'entre vous me disent qu'elles passent du rire aux larmes à chaque fois. Comme j'adore raconter des histoires et y mettre le maximum d'émotion, ça me fait sourire d'avoir ce genre de retour. Je compte sur vous pour m'écrire un avis si vous m'écoutez sur Apple Podcast. C'est la seule plateforme où je peux vous lire. Place maintenant à l'histoire du jour. Et quelle histoire! Celle où je vais vous raconter comment j'ai vécu l'après-chirurgie de l'obésité, comment j'ai perdu 54 kilos et appris à vivre dans un nouveau corps. Quand je vous ai quitté la dernière fois, je vous disais que le 27 janvier 2021 est une date que je n'oublierai jamais. Puisque ce jour-là, je passais au bloc opératoire pour subir une sleeve, une chirurgie de l'obésité pour perdre du poids. L'opération s'est bien passée avec un réveil plus ou moins difficile et j'ai pu rentrer chez moi le lendemain sans problème. Me voici déjà dans un nouveau corps et avec un estomac bien rétréci. Physiquement, les jours qui ont suivi l'intervention ont été un peu difficiles à cause des cicatrices. Je ne pouvais dormir que sur le dos. Mais plus le temps passait, plus je récupérais bien et j'ai pu sortir marcher très rapidement. Je savais que plus vite je reprenais une activité physique, même 15-20 minutes par jour, plus rapidement je pourrais reprendre une vie normale. Mais ce qui était marquant et dur au début de ma convalescence, c'était ma nouvelle manière de m'alimenter. Les quantités de nourriture que je pouvais manger ont été divisées par 10 par rapport à avant. Les premiers jours, j'étais terrifiée de manger car j'avais peur de vomir. Les repas se composaient de veloutés, de soupes, de smoothies en tout genre. Je prenais des mini bouchées et dès que je sentais que mon estomac était plein, c'est-à-dire au bout de 3 bouchées, j'arrêtais illico. J'ai lu sur internet que beaucoup de personnes ayant subi des sleeves ont eu des complications dans les mois qui ont suivi l'opération. La raison est qu'elles ne savaient pas comment arrêter de manger. Il y a une sorte de combat entre la tête qui nous dit « t'as rien mangé et c'est encore » et l'estomac qui dit « stop, je vais tout rejeter ». Comme je ne voulais pas me sous-alimenter, j'ai fractionné mes repas en mangeant 6 à 8 repas par jour au lieu de 3 pour avoir les quantités journalières nécessaires. Au bout d'un mois, je suis passée à la nourriture solide sans problème, mais toujours en petite quantité et en petits morceaux. Parmi les règles aussi que j'ai installées, c'est manger en conscience à table.
pas devant la télé, me concentrer sur mon assiette et prendre tout mon temps. Fini donc les pauses déj de 30 minutes devant l'ordi ou devant Netflix. La deuxième règle, c'est d'éliminer les liquides à table. Dès qu'on boit, l'estomac est rempli et il est impossible de manger derrière. Des fois, j'avais soif et faim en même temps et je savais que je devais faire un choix entre boire ou manger et attendre une demi-heure minimum pour enchaîner. En plus, il n'était plus possible de combler sa soif en buvant un verre d'eau ou deux d'un seul coup. La vitesse est trop rapide par rapport à la vitesse de la descente vers l'estomac. Tout comme pour les aliments, il faut toujours sentir le moment où ça arrive en bas pour reboire ou remanger derrière. C'était une vraie gymnastique niveau écoute interne. Ce qui était un peu dur pour moi aussi, c'est que les premières semaines, les liquides avaient du mal à passer. À commencer par l'eau. Je ne supportais plus le goût. J'allais souvent au supermarché pour acheter toutes les eaux aromatisées que je trouvais. Des fois, j'en goûtais à peine une et je recrachais le tout car je sentais que ça ne passerait pas. Mon mari, qui n'aime pas du tout le gaspillage, avait horreur de ça. On collectionnait les bouteilles à peine entamées et il se retrouvait à devoir tout boire tout seul. C'était aussi la même chose pour la nourriture car je suis devenue de plus en plus sélective. Je découvrais de nouvelles envies et des aliments que j'adorais manger ont disparu de la liste de mes aliments favoris. Je ne pouvais plus non plus manger les restes et en voyant un plat, je pouvais savoir visuellement si ça allait passer ou pas. Si faire une chirurgie de l'obésité est quelque chose que vous envisagez, sachez donc qu'après l'opération, il y a une phase d'adaptation car toutes les anciennes règles d'alimentation changent et on découvre une toute nouvelle manière de se nourrir. Il faut se laisser beaucoup de temps, s'écouter et ne pas s'obliger à se nourrir comme avant ou comme les autres si l'envie n'est pas là. Ma vie sociale a été mise entre parenthèses après l'opération, car il était impossible durant les 2 premiers mois de manger à table chez d'autres personnes ou d'aller au restaurant. La première fois qu'on a accepté une invitation pour manger chez des amis, c'était au bout de 2 mois et demi. Et c'était pour un apéro dînatoire à l'extérieur, ce qui m'arrangeait vu que je pouvais manger des petites quantités et bouger dans le jardin pour digérer dans la foulée. Ce qui est dur psychologiquement de manger devant les autres, c'est le regard sur mes assiettes vu que les quantités sont vraiment très petites et aussi le fait que comme je ne suis pas chez moi, je perds mes repères et je peux avoir tendance à m'oublier et à manger un peu trop car je suis moins à l'écoute de mon estomac. Ce qui fait que le risque de rejet est important et ça me terrifiait. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai mangé chez mes beaux-parents. J'étais gênée de me servir en petites portions de peur que ma belle-mère pense que je n'aime pas sa nourriture. Je me servais donc normalement mais je ne pouvais jamais finir mon assiette et ça m'angoissait. On trouvait des combines à table avec mon conjoint pour qu'il finisse mon assiette à ma place. Le pauvre, il a tellement mangé des restes depuis 3 ans. À chaque fois, il me prévient « Chérie, ne te sers pas autant, tu vas jamais pouvoir tout manger et je ne vais pas non plus manger pour 2. » Je l'écoutais 1 fois sur 2 et il finissait par se sacrifier car il veut pas qu'on jette la nourriture. Comme je voyais de l'incompréhension dans les yeux de mes beaux-parents, j'ai fini par leur parler de la sleeve. Je ne voulais pas le faire pour ne pas les inquiéter sur mon état de santé. Ça les a inquiétés quand même, mais au moins, je me sentais plus libre à table face à eux. Il m'était impossible de rester à table sans bouger pendant des heures lors des repas de famille ou de fêtes. Le fait de les tenir au courant faisait qu'ils comprenaient pourquoi j'avais tendance à me lever plusieurs fois et à marcher pour digérer et pourquoi j'avais aussi tout le temps besoin de collation vu que mes repas étaient fractionnés. À l'été 2021, soit 6 mois après l'intervention, tout était rentré dans l'ordre. Enfin, je m'alimentais d'une manière de plus en plus fluide et j'avais moins peur de manger à l'extérieur et d'avoir mal à l'estomac si je mange trop. Les sorties au resto étaient quand même assez spéciales, vu que je mangeais peut-être le 1/5 du plat et ça faisait qu'à chaque fois, les serveurs venaient me voir pour me demander si tout allait bien. Je me sentais obligée d'argumenter en leur disant que j'avais seulement un petit appétit. Les sorties au resto sont devenues plus rentables qu'avant, car je repartais à la fin avec mon doggy bag qui pouvait me faire 3 repas en plus.
Je suis sûre qu'à ce stade, vous vous demandez peut-être comment s'est faite la perte de poids et c'est d'ailleurs ce qui était le plus waouh dans l'après-intervention. Le premier mois, j'étais à une perte de 12 kilos au total. Pour la première fois depuis longtemps, je suis descendue sous la barre symbolique des 100 kilos. Cette première étape de perte avait un impact assez significatif sur ma santé puisque les apnées de sommeil ont disparu du jour au lendemain et j'ai pu enfin avoir des nuits récupératrices. Je pouvais dormir 6, 7, 8 heures d'affilée et ça n'a pas de prix. Mes journées ont aussi commencé à changer vu que je dormais mieux. Entre fin janvier et mi-mai 2021, je fondais littéralement sur la balance puisque j'avais perdu un peu plus de 20 kilos. Mais bizarrement, ça ne se voyait pas trop physiquement. J'ai continué d'ailleurs à mettre mes anciens vêtements car je n'étais pas prête à une transition vestimentaire aussi rapide. Très souvent, ça m'amusait de passer devant le miroir avec un pantalon taille 48 qui ne m'allait plus du tout, qui tombait alors que j'avais perdu 2 ou 3 tailles. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me réconfortait de porter encore mes anciens vêtements et mon ancien corps qui disparaissait à vue d'œil me manquait déjà. Durant l'été, la perte de poids continuait et je fonçais tout droit vers les 30 kilos. Je me nourrissais pourtant bien, mais ce qui a changé, c'est que je bougeais de plus en plus et j'avais pour la première fois, peut-être en 20 ans, un métabolisme de base normal. En août 2021, soit 6 mois après l'opération, je suis sortie enfin de l'obésité. Chaque kilo que je perdais se voyait sur mon corps et je n'en revenais pas de la métamorphose de ce dernier. Car je découvrais des os qui se cachaient derrière le gras qui m'a enveloppée pendant longtemps, surtout au niveau de mon bassin. Pour la première fois, j'avais un bassin dessiné, des formes rondes, mais sans une masse graisseuse qui m'alourdissait. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, je partage avec vous un avant-après de ma tête où clairement j'avais l'impression d'être une nouvelle personne. En novembre 2021, j'étais à une perte de 42 kilos. Il faut savoir que l'indice de masse corporelle, qui mesure le rapport entre notre poids et notre taille, est considéré comme étant normal quand il est entre 18 et 25. Et à cette époque-là, j'étais à 25 piles. Pour la première fois depuis mon adolescence, je n'étais plus en surpoids. Je devais surveiller mon poids car je continuais les contrôles médicaux post-FIV. Mais je suis très rapidement arrivée à un stade où les chiffres du poids m'importaient peu. Les indicateurs auxquels je tenais, c'était comment je me sentais physiquement et émotionnellement et dans ma tête. Ce qui était particulier aussi, c'est le regard que portaient mes proches sur ma métamorphose. Eux qui m'ont toujours connue ronde. Certains manquaient parfois de tact en me disant que j'ai tellement changé physiquement qu'ils ont l'impression qu'ils sont face à une nouvelle personne qu'ils ne connaissent pas et que je n'étais pas moi-même si je n'étais pas ronde en surpoids. J'avoue que ça m'énervait. Je me disais que peu importe comment j'étais, à quoi je ressemblais, les gens avaient toujours quelque chose à dire. J'avais aussi droit à des questions brutales du type « Ça te fait quoi d'avoir la peau sur les os maintenant, d'avoir perdu tes joues, tes seins, tes fesses? Tu t'aimes mieux comme ça ?» Ma mère, qui pendant des années m'a fait comprendre que je n'étais pas belle avec mes rondeurs, commençait à un certain moment à s'inquiéter que je perde trop de poids. Elle me demandait toujours si j'ai bien mangé, si j'ai réussi à avoir un repas complet et m'ordonnait d'avoir des collations, alors que des fois, je ne pouvais pas, je n'avais pas du tout faim. Elle était vraiment hallucinante, elle qui avait un discours totalement différent depuis mes 10 ans, qui m'a dégoûtée de la nourriture et m'a fait détester mon corps pendant toutes ces années. Un an pile poil après l'opération, j'étais à une perte totale de 47 kilos et je sentais que la période de lutte avec mon corps, mais aussi avec la nourriture, avait pris fin. Je ne vous cache pas que j'ai mis du temps à m'habituer à ma nouvelle apparence. Souvent, je m'arrêtais devant le miroir pour me regarder car à 34 ans, j'étais dans un corps que je ne connaissais pas du tout. C'est celui de mes 10-12 ans dont je n'ai aucun souvenir. On en riait d'ailleurs avec mon amoureux à qui je demandais souvent s'il voulait toujours de moi. Car le jour où il a signé le fameux papier qui disait oui pour la vie, c'était
un peu avec une autre personne. Comme ma santé revenait, j'ai commencé à renouer avec mon corps et à porter un nouveau regard sur lui. Ça coïncidait avec une étape dans ma thérapie où je me suis ouverte à la pleine conscience. J'ai installé entre autres des routines d'affirmation positive destinées à mon corps et aussi à mon ventre et à mes cicatrices. Plus je le faisais, plus je me sentais belle, en connexion avec qui j'étais à l'intérieur et à l'extérieur. Je disais dans le 2e épisode de Désaligné que j'ai grandi avec une peur tétanisante, celle du regard de l'autre. Cette peur a disparu depuis que je me suis reconnectée à moi. J'ai commencé à vouloir être de plus en plus visible, à me mettre en valeur, à porter des couleurs et des motifs. Je n'avais plus peur qu'on me regarde. Et en étant dans cet état d'esprit, je n'avais plus peur aussi de reprendre du poids et d'être à nouveau ronde un jour. Après avoir stabilisé mon poids à moins 54 kg, j'en ai d'ailleurs repris et ça n'a eu aucun impact psychologique contrairement à avant. Cette relation saine avec mon corps a impacté ma manière de me nourrir et j'ai enfin renoué avec la notion de plaisir dont je vous ai parlé dans le 10e épisode. Je suis devenue de plus en plus sélective dans ce que je mange et je ne dis jamais non à aucune gourmandise. Je n'ai jamais autant mangé de gras ou de sucré depuis que j'ai fait la sleeve et je ne me prive de rien quand j'ai des envies. Mon alimentation d'aujourd'hui est un équilibre parfait entre l'envie, les besoins nutritionnels de mon corps, les capacités de mon estomac et mon état physique en général. Si je fais des excès, je ne culpabilise pas et je n'ai pas peur de vomir ou d'avoir mal au ventre. Ça fait 1 an et demi que ça dure ainsi et un peu plus de 3 ans que j'ai subi l'opération. D'après les chiffres que j'ai trouvés, le nombre d'interventions de chirurgie de l'obésité a été multiplié par 20 entre 1997 et 2016. 82% des chirurgies sont d'ailleurs faites par des femmes et cette disparité est liée à la pression qu'on subit sur notre apparence et d'autres raisons liées à la fertilité et à la maternité. Entre 4 et 22% peuvent avoir des complications après la chirurgie et près de 50% finissent par échouer à perdre leur excès de poids. Je connais d'ailleurs 2 personnes dans mon entourage qui n'ont pas pu poursuivre l'après-sleeve jusqu'au bout. Et je pense que c'est plus une question de volonté d'aller bien dans son corps et de retrouver sa santé au-delà de se débarrasser de vieilles habitudes alimentaires. Il est impératif selon moi de travailler en amont en thérapie pour comprendre les raisons qui font que le corps va mal et qu'on finit par être obèse. Peu importe combien de temps ça prend, c'est une étape essentielle avant de passer au bloc. Si l'échec post-opératoire existe, c'est aussi que la thérapie n'a peut-être pas été si approfondie que ça. Je recommande donc sans hésiter l'intervention à toute personne qui souffre d'obésité, mais il y a quand même ce point et qui n'est pas des moindres à prendre en compte. Après l'opération, j'étais vraiment bien dans ma tête et c'est ce qui a fait que je me suis prise en main toute seule et été patiente. J'ai été aussi bien soutenue par mon conjoint qui respectait mes nouvelles habitudes alimentaires et qui, de son côté, a aussi une bonne hygiène de vie. Ça me facilitait bien évidemment la tâche par rapport à une autre personne mariée à quelqu'un qui adore la bière, les chips et les saucissons. Je voulais aussi alerter sur le fait qu'une perte de poids aussi importante n'est pas sans risque sur la santé. Après l'opération, j'ai continué mon suivi avec l'équipe du centre de l'obésité. La perte de 54 kg pouvait engendrer des carences alimentaires néfastes. Mais j'étais bien supplémentée jusqu'à pouvoir m'alimenter normalement et avoir tous les minéraux et les vitamines nécessaires dans les aliments que je mangeais. J'ai aussi perdu la moitié de mes cheveux et je devais donc les couper souvent pour essayer de récupérer de la masse rapidement et ne pas faire que mes cheveux continuent de faiblir. Mais ce qui pouvait être plus grave, c'est mon état physique en général. Et le fait de perdre de la force musculaire, avoir du mal à marcher et à porter mon corps. Là aussi, j'ai repris l'activité physique crescendo en parallèle de la perte de poids pour ne pas perdre en masse musculaire. Si vous souffrez d'obésité et que vous réfléchissez à vous faire opérer, je suis à votre disposition pour en parler. N'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram. Sachez tout de même que chaque parcours est unique et j'ai essayé de vous partager le mien avec le maximum de transparence possible.
Même si à certains moments ça a été difficile, je ne regrette pas du tout d'avoir eu recours à cette chirurgie, car j'ai l'impression qu'elle m'a sauvé la vie et elle m'a aidé à faire un premier pas dans ma guérison physique et mentale. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des événements. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt.